Ce type a enlevé son ex-femme avec sa copine actuelle. Il a traversé 3 pays en voiture avec ses 2 femmes, plus 2 enfants à lui, un avec chacune de ses femmes. Ensuite, il a tué les 2 femmes, il a enterré les corps au Portugal, et tout cela s'est passé maintenant, en 2026. Et la façon dont il a été arrêté par hasard, disons, a fini par provoquer une forte tension entre la justice portugaise et la justice française. Un conflit qui, je dirais, n'a toujours pas de solution en vue. Mais attends, parce que cette histoire est pleine de détails et elle a commencé bien avant. Marcos Campos, ce qui rend cette affaire compliquée ici, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé pendant ce voyage, d'accord? C'est aussi ce qui s'est passé avant et ce qui se passe maintenant, après. Avant parce que la femme elle-même qui l'a aidé à s'enfuir est devenue l'une des victimes dans le van, comme je l'ai dit. Après parce qu'il y avait un garçon de 12 ans assis sur la banquette arrière de ce van, le fils du type qui a décidé de tout raconter à la police portugaise, tout ce qu'il avait vu. Et c'est justement le témoignage de ce garçon qui est au centre de la bataille juridique qui se déroule aujourd'hui entre le Portugal et la France pour savoir où ce type sera jugé et combien de temps il doit rester en prison. Mais pour tout connaître en détail, il faut qu'on revienne aux faits. Pour comprendre cette histoire ici, il va falloir qu'on remonte un peu dans le temps, d'accord? Environ 15 ans dans une région rurale du sud de la France appelée Aveyron. l'Aveyron est situé dans le sud de la France et c'est l'une des régions les plus rurales, avec des petites villes assez isolées. C'est là-bas que, selon le journal français Le Dauphiné Libéré, un homme appelé Cédric Prison s'est installé. Aujourd'hui, ma gorge va finir par s'enflammer à force de parler, mais attends un peu. C'est là-bas que ce gage-là a déménagé vers 2011. Cédric ou Cédric, c'est comme ça que je vais l'appeler, était originaire de la Haute-Garonne, qui est la région voisine, là où se trouve Toulouse. Et à l'époque des faits, il avait une vingtaine d'années. Et la raison de son déménagement, c'était le rugby. Et oui, il avait été recruté par une équipe de cette région pour jouer. Mais le rugby n'était pas sa profession principale, d'accord? Cédric faisait aussi partie de la gendarmerie nationale, qui est la police française et qui fonctionne comme une sorte de police militaire, intervenant dans les zones rurales et sur les routes. C'était sa profession officielle, celle qu'il exerçait au quotidien. Et c'est à cette période, vers 2011, qu'il a rencontré une femme appelée Audrey Cavalet, une habitante de la région. Et tous les deux ont alors commencé à sortir ensemble. Ils ont eu une relation. Et ils ont fini par avoir un enfant, qu'ils ont appelé Elio. Et c'est à partir de cette période que les sources françaises décrivent le début de la détérioration de la relation, avec des conflits fréquents au fil des années, jusqu'à l'épisode de 2020 qui a, en gros, décidé du sort des deux devant la justice. Étrange, non? Dès la naissance, les conflits débutent. Eh bien, cet épisode de 2020 a été une dispute violente qui a eu lieu entre le couple. Et tous les deux ont fini blessés avec un couteau. Il a reçu quelques coups de couteau à l'abdomen et elle avait une coupure à la gorge. Mais non, évidemment, ce n'étaient pas des blessures qui mettaient leur vie en danger. Chacun a donc donné une version différente de ce qui s'était passé. Cédric disait que c'était elle qui avait essayé de le tuer et qu'il s'était défendu. Quant à Audrey, elle disait qu'en réalité c'est lui qui avait essayé de l'étrangler en premier et que ce qu'elle avait fait, c'était prendre un couteau pour essayer de se défendre et de s'échapper. L'affaire a été portée devant le tribunal français et l'année suivante, en 2021, la justice a condamné les deux pour violence réciproque. Cédric a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, donc sans incarcération. Audrey a, elle, reçu 8 mois avec sursis. Les deux sont sortis du tribunal sans purger un seul jour de prison ferme. Mais cette condamnation n'a pas apaisé la situation, d'accord? Et c'est à partir de là que Cédric a commencé à se construire un personnage public qui allait marquer toute l'affaire à partir de ce moment-là. Selon le journal français Le Parisien, il a publié plus de 50 vidéos sur YouTube attaquant Audrey. Certains d'entre eux ont été cités par la presse internationale dans lesquels il l'a traité de psychopathe folle, de femme amnésique, de poignardeuse protégée par la justice et de criminel amnésique à qui il confiait son fils. Il était furieux, affirmant que la femme avait tout inventé, que la justice était tombée dans son piège et que c'est ainsi qu'elle aurait obtenu la garde de l'enfant. Je dirais que je vois un maillon de cette chaîne de tout ce qui va se passer ensuite. Mais regardez bien.
Cédric, à ce moment-là, était en train de construire une histoire de père injustement traitée par le système et accusait le tribunal de Rodez de corruption. Il faisait aussi partie d'un groupe Facebook appelé Papa en colère, ce qui signifie père en colère en traduction libre, d'accord? Et en 2023, il est même allé jusqu'à faire une grève de la faim devant le tribunal de Rodez avec d'autres pères qui disaient avoir été lésés dans des procédures de garde. Il a également participé à des manifestations devant la mairie de Villefranche-de-Rouergue, une ville située à environ 15 kilomètres de là où Audrey habitait. Tout cela est un fait documenté, confirmé par la presse française, et tout cela va servir de contexte à sa décision de faire ce qu'il a fait en mars 2026. Du côté d'Audrey, la vie prenait, ou plutôt empruntait, un chemin opposé, d'accord? En raison de l'intensité de la persécution qu'elle subissait, elle avait été officiellement reconnue par le système français comme victime de violences domestiques répétées. Elle disposait déjà d'un dispositif de protection d'urgence décrit par différentes sources comme un bouton de panique ou un téléphone d'urgence, et elle était suivie par les services sociaux de protection de l'enfance. Autrement dit, son cas était déjà sur le radar du système de protection français avec tout le dispositif que le système pouvait offrir. Et même ainsi, son ressenti et celui de sa famille, selon les interviews données par la mère d'Audrey à la presse française, n'est-ce pas, c'était que cela n'était pas suffisant. La première escalade concrète a lieu en 2021, bien que certaines sources ultérieures datent l'épisode de 2022. Quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé, c'est que Cédric, lors de l'une des visites auxquelles il avait droit pour voir son fils, au lieu de ramener l'enfant à l'heure convenue, a tout simplement pris Elio. Il a traversé la frontière avec l'Espagne en voiture et il est resté là-bas, caché avec le garçon pendant quelques semaines. La justice française a alors lancé une recherche, a localisé les deux, et en 2022, Cédric a été condamné à 9 mois de prison pour cet enlèvement. Il a purgé sa peine au centre de détention de Rodez, dans l'Aveyron même, et il a été libéré en octobre de l'année dernière, c'est-à-dire en octobre 2025, 5 mois avant ce qui allait se passer au Portugal. Voici évidemment un autre maillon de cette chaîne criminelle, n'est-ce pas? On dirait que tout se met en place juste sous notre nez, n'est-ce pas? Qui a aidé Cédric? Cédric n'a pas enlevé son propre fils pour l'emmener en Espagne avec n'importe quel complice, d'accord? C'était une femme appelée Angela Legobian, qui était la nouvelle petite amie de Cédric à ce moment-là, et qui d'ailleurs a été jugée par un tribunal français pour sa participation à l'enlèvement. C'est-à-dire, elle a commis un crime avec lui même avant l'affaire de 2026 maintenant. Quand Cédric a quitté Rodez, en octobre 2025, lui et Angela avaient dit déjà ensemble une fille, un bébé. D'accord? Une petite fille appelée Julia, née à un moment donné entre 2024 et 2025, et qui en mars 2026 avait 1 an et demi. Au moment où tout s'est produit dans l'affaire que je vais maintenant raconter, n'est-ce pas? Mais avant de continuer ici, pour résumer cette partie, ce que nous avons, c'est un couple qui s'est marié et a eu un enfant. À un certain moment, la relation, n'est-ce pas, a complètement tourné au vinaigre. Les disputes ont commencé. Ils se sont poignardés tous les deux, n'est-ce pas, ils ont reçu des peines qu'ils n'ont pas purgées. L'affaire a commencé, le mari a commencé à poursuivre sa femme parce qu'apparemment, elle avait obtenu la garde de leur enfant et lui voulait la garde. C'est bien pour cela que le conflit a commencé. Et cela a duré 4-5 ans jusqu'à ce que l'homme se mette avec une autre femme, puis il s'est marié, ou sortait avec elle, je ne sais pas, ils ont fini par avoir un enfant aussi. Cette femme est devenue la complice de cet homme dans l'obsession qu'il avait en tête, tu vois, de poursuivre son ex à cause de l'enfant qu'il avait avec elle. Et tout l'embrouille a commencé à se former. Pour que vous ayez une idée de la complexité de cette affaire, d'accord les gars, mais ce qui vient ensuite maintenant, c'est digne d'un film. La date qui marque le début de l'affaire que nous allons découvrir maintenant est le 20 mars 2026, d'accord? Un vendredi là-bas, dans l'Aveyron. Selon la reconstitution réalisée par le journal Noticias ao Minuto, à partir des sources de l'enquête française. L'enlèvement a commencé dans la nuit du 19 au 20 mai, dans la maison où Audrey vivait avec Elio, son fils, et aussi celui de Cédric, là, à Saint-Gras, qui se trouve dans la commune de Vailleurs. Et lorsque la police française est entrée dans la maison après avoir reçu la nouvelle de la disparition, elle a trouvé des indices clairs qu'elle était sortie de la maison de force
et dans la précipitation. Parce que par exemple la douche, tu vois, la douche coulée, plusieurs objets étaient renversés là par terre. Et la voiture d'Audrey elle-même a été retrouvée plus tard, à environ 5 km de la maison, garée là sur une route secondaire quelconque. Ce qui a amené la police française à supposer qu'elle a pu être attirée hors de chez elle, sous un prétexte ou une menace quelconque. Avant que l'enlèvement ne se concrétise, disons. Le même jour donc, dans la même région, Angela, l'actuelle petite amie de Cédric, a également été vue pour la dernière fois. C'est-à-dire, les deux femmes, l'ex et l'actuelle, ont disparu ensemble le même jour, dans la même zone géographique. Et à un moment donné, pendant ces premières heures, elles étaient toutes dans la même voiture avec Elio. Elio, âgé de 12 ans, ainsi que la petite Julia, âgée d'1 an et demi. 5 personnes au total dans ce van, dont 2 victimes, 2 agresseurs, Cédric et sa petite amie actuelle. Donc ce seraient des agresseurs ou une agresseuse et une autre victime aussi. Enfin, 2 victimes de l'enlèvement, à savoir Audrey et Elio, ainsi que la petite Julia qui avait 1 an et demi, sans même se rendre compte de la folie que ses parents étaient en train de faire. Ce que l'on sait, c'est que cet homme a conduit pendant de nombreuses heures avec ces personnes à l'intérieur du van. D'après ce qui est rapporté, il y a eu plus de 1100 km depuis l'Aveyron jusqu'au nord du Portugal. Ensuite, ils ont quitté la France pour l'Espagne, l'ont traversé, sont entrés au Portugal par la frontière et ont continué jusqu'au district de Bragance, au nord-est du Portugal. Pour vous donner une idée de la distance, les gars, 1100 km, c'est à peu près l'équivalent de partir de São Paulo et d'aller jusqu'à Brasilia, en voiture par exemple. Sauf qu'au lieu du paysage brésilien, c'était 3 pays européens à la suite. Donc à un moment donné de ces 1100 km, le premier décès est survenu à un certain point de ce trajet. D'accord ? Il est important de suivre ce que le fils a ensuite raconté au tribunal portugais dans le cadre de son audition anticipée. D'accord ? Il s'agit d'un dispositif juridique dans lequel le témoignage de l'enfant est formellement enregistré pour être utilisé dans la procédure, justement pour éviter de lui faire revivre le traumatisme de témoigner plusieurs fois. Autrement dit, elle témoigne à ce moment-là et cela reste enregistré comme preuve afin d'être utilisé plus tard dans un autre procès. Selon le récit d'Elio, le garçon de 12 ans à un certain moment du voyage, il y a eu une dispute entre le père et Audrey. Et le père a tué la mère sur place, en présence d'Angela et du bébé. C'est-à-dire, Angela a vu Audrey se faire tuer, et ce qui s'est passé ensuite fait partie des détails les plus bizarres et troublants de l'affaire. Cédric a obligé Angela à continuer le voyage avec le corps d'Audrey à côté d'elle, dans la camionnette. À un moment donné de ce trajet suivant, selon le même témoignage, le groupe a aperçu un hélicoptère volant à basse altitude, et Cédric, déjà très paranoïaque, a pensé que l'hélicoptère les cherchait. C'est-à-dire, comment aurait-il pu découvrir qu'il avait tué la femme à l'intérieur de la camionnette, n'est-ce pas? Bref, le gars a paniqué et il a pensé que l'hélicoptère les cherchait. Alors, il a arrêté la camionnette, il est descendu et il a commencé à se disputer avec Angela. Mais l'hélicoptère n'était pas de la police, c'était un appareil anti-incendie. La peur était donc infondée, simple hallucination. Mais disons que ça a été le déclic pour quelque chose d'irréversible dans son esprit ou dans le leur. D'après ce que Elio a raconté, Angela lui a demandé de se rendre sur le champ et l'a menacé de le dénoncer s'il ne le faisait pas. C'est à ce moment-là que Cédric a tué Angela aussi, avec un étranglement arrière. En fait, par strangulation, non. Probablement un étranglement arrière, non? Étranglement manuel au niveau du cou. Les autopsies réalisées ensuite par la police portugaise ont confirmé l'asphyxie comme cause du décès des 2 victimes. Ainsi, avec les 2 femmes mortes et les 2 enfants encore dans la voiture, Cédric a continué à conduire dans le nord du Portugal jusqu'à atteindre une montagne dans le district de Bragance, appelée Serra da Nogueira, qui est une région montagneuse et rurale du nord du Portugal. C'est dans cette montagne qu'il a arrêté le véhicule et enterré les 2 corps. Dans cette montagne, le terrain, selon les sources, était très sablonneux, ce qui a facilité l'excavation, et les corps n'ont pas été placés au milieu de la forêt dense. Ils ont été enterrés là, à environ 10 mètres d'une route. Et ce qui rend ce moment encore plus troublant, c'est que Cédric n'a pas fait l'enterrement à l'insu de son fils. Selon l'enquête portugaise, il a obligé Elio à surveiller les enterrements sur place. Le garçon de 12 ans a été forcé d'assister à l'enterrement de sa mère et de sa belle-mère par son père. Enfin, non, c'est même difficile à commenter. À ce stade du voyage, Cédric avait déjà tué 2 femmes, enterré les 2 et avait son fils vivant comme témoin direct de tout ce qui s'était passé. Il y avait aussi une fillette d'1 an et demi dans la voiture. Et il avait avec lui de faux documents, une arme non déclarée,
17 000 euros en liquide, c'est-à-dire qu'il était en quelque sorte prêt à fuir. Sauf qu'au lieu de prendre la fuite, il a simplement continué à circuler dans le nord du Portugal pendant presque 4 jours entiers. Il a circulé sur plusieurs routes, il a mangé, dormi dans son propre véhicule. On ne sait pas exactement quel était son plan à ce moment-là, s'il en avait un, n'est-ce pas? Mais tard, lors de l'interrogatoire, et j'y arriverai dans un instant, d'accord, il a donné sa propre version aux enquêteurs sur ce qu'il essayait de faire. Lors de 4 jours d'errance dans le nord du Portugal, dans la nuit du mardi 24 mars 2026, le van de Cédric est apparu sur la nationale 102 près de Longroava. Cela se passe dans la municipalité de Meda, et c'est une région rurale près de la frontière avec l'Espagne, d'accord les gars? C'est sur cette route-là, cette nuit-là, que 2 militaires de la Garde nationale républicaine portugaise, la GNR, menaient une opération de contrôle routier de routine. Un peu comme notre police de la route, tu vois. L'opération n'avait pas de cible précise. C'était comme un contrôle routier classique où il arrêtait les voitures au hasard pour vérifier les papiers. Sauf que, avec cette voiture-là, cette nuit-là, ça ne s'est pas terminé en quelques secondes, tu vois. Ils ont arrêté la voiture, ça devait être un simple contrôle de papier, tu vois. Ça a révélé un truc bizarre, non? En vérifiant les papiers du conducteur, les militaires ont constaté qu'ils étaient faux. À partir de là, ils ont fouillé le véhicule et lors de cette fouille, ils ont trouvé toute une série d'éléments qui allaient bien au-delà d'une simple falsification de documents. Arme à feu sans licence, plusieurs plaques d'immatriculation dans le fourgon, documents apparemment faux, 17 000 euros en espèces. Ainsi, les policiers présents ont interpellé Cédric, ils l'ont arrêté sur place en flagrant délit pour les délits de falsification de documents et de détention illégale d'armes. Mais l'affaire avait encore deux aspects que ça révélait, n'est-ce pas? La première, c'est le fait qu'il y avait deux enfants dans la voiture, un garçon de 12 ans et un bébé, sans aucune des mères s'y présente. Et la deuxième, c'est que la consultation du nom du détenu dans les systèmes internationaux a révélé que Cédric était signalé là-bas par les autorités françaises comme suspect de crimes graves, y compris enlèvement et suspicion d'homicide. La GNR a donc immédiatement contacté la police judiciaire portugaise, qui correspond à ce que nous appelons au Brésil la police fédérale, et selon le communiqué officiel de la GNR, une analyse conjointe entre cet organisme et la police judiciaire a indiqué une forte possibilité de double homicide. Et au cours de cette enquête initiale, c'est le fils aîné de Cédric, Elio, qui a donné aux enquêteurs portugais l'information qui manquait. Il a raconté ce qu'il avait vu pendant le voyage, il a expliqué ce qui était arrivé à sa mère et à sa belle-mère, et il a indiqué l'endroit exact où les corps avaient été enterrés. La police judiciaire s'est rendue à la Serra da Nogueira, dans le district de Bragance, où elle a découvert les deux corps enterrés. Exactement à l'endroit que le garçon avait décrit, à environ 100 km de l'endroit où le contrôle routier avait eu lieu, où le père avait été arrêté avec le bus. 2 jours après l'arrestation, le 26 mars, Cédric a été conduit pour le premier interrogatoire judiciaire au tribunal de Villanova de Foscoa, dans le district de Guarda, là-bas au Portugal. Son arrivée au tribunal montre l'ampleur de l'impact que l'affaire avait déjà au Portugal. Les mesures de sécurité ont été renforcées avec des militaires aux entrées principales et arrière du bâtiment. Les habitants rassemblés criaient à plusieurs reprises assassin, l'interrogatoire a duré environ 7 heures. Le juge ne lui a pas permis de dévier vers d'autres sujets et vers 10h30 du soir, la décision est tombée. Et c'est justement au cours de cet interrogatoire que Cédric a fait l'aveu dont nous avions besoin pour comprendre sa version de l'affaire. Il a admis avoir tué les deux femmes, mais il a nié avoir prémédité les deux homicides. Il a déclaré aux enquêteurs que le but initial de l'enlèvement d'Audrey était de la contraindre à signer un document accordant la garde d'Elio, leur fils, à lui, autrement dit, le fils qui a été l'élément déclencheur de toute cette histoire. Là-bas, 4, 5 ans d'études. Et il a aussi dit que son plan, après cela, était de traverser le Portugal avec les enfants pour arriver au Maroc. Selon sa version, Audrey resterait en arrière lors de ce voyage vivante. Quant à Angela, il n'a pas précisé aux enquêteurs ce qu'il comptait faire. Il a seulement admis qu'en arrivant au Portugal, la situation avec sa petite amie s'est un peu envenimée là-bas et qu'il a fini par l'étrangler. C'est la version de Cédric, d'accord? Le tribunal portugais doit déterminer sa crédibilité et sa concordance avec les preuves matérielles et le témoignage du fils, témoin oculaire, n'est-ce pas? Le juge portugais a donc ordonné la détention provisoire et Cédric a été inculpé de 8 chefs d'accusation.
enlèvement, 2 d'homicide, 2 de profanation de cadavres et 1 de violence domestique. Ce dernier chef n'était pas contre les deux femmes, c'était contre la petite fille elle-même, Julia, qui, selon l'accusation, a été victime de violences domestiques répétées pour avoir été entraînée dans toute cette fuite, ce qui est une lâcheté répugnante, n'est-ce pas? Et aussi le crime de falsification de documents et de détention illégale d'armes. Cédric a été transféré à l'établissement pénitentiaire de Guarda. Et le juge a également décidé qu'il lui était interdit d'entrer en contact avec ses deux enfants, même par l'intermédiaire de tiers. Les deux enfants ont d'abord été placés dans une institution d'accueil au Portugal, puis ils ont été rapatriés en France, avec la prévision qu'ils resteraient sous la tutelle de l'État français jusqu'à ce qu'un membre de la famille puisse en assumer la garde. Et le scénario le plus probable est qu'elles finissent par être séparées, car elles ont des familles maternelles différentes. Avec Cédric en prison, les corps découverts, les enfants rapatriés et la procédure portugaise en cours, l'affaire semblait suivre son cours normal jusqu'au procès. Non? Mais c'est là qu'intervient le nœud juridique qui cause encore aujourd'hui des tensions diplomatiques entre le Portugal et la France. Toujours en mars, cette fois-ci, la justice française a émis un mandat d'arrêt européen contre Cédric, qui est un instrument légal utilisé entre les pays de l'Union européenne pour qu'un pays demande officiellement à un autre de lui remettre une personne afin qu'elle soit jugée là-bas. La France voulait juger Cédric sur le sol français, selon la justice française. Et les arguments du côté français étaient solides. Il est citoyen français, les deux victimes étaient citoyennes françaises, le fils, qui a tout vu, est aussi citoyen français, l'enlèvement a commencé là-bas en France, et la peine maximale pour homicide qualifié dans le système français peut aller jusqu'à la perpétuité. La peine maximale pour ce crime au Portugal peut atteindre 25 ans. Et l'avocat de la mère d'Audrey a défendu publiquement lors d'une interview que, même si les crimes ont été commis au Portugal, il serait de bon sens juridique que Cédric soit jugé en France. Sauf que, le 8 mai 2026, la Cour d'appel de Coimbra, au Portugal, a pris une décision. Il a refusé d'exécuter le mandat européen. La décision aurait été fondée sur 2 points juridiques prévus par la loi portugaise de coopération judiciaire. Le premier point est que la loi portugaise permet de refuser la remise d'une personne lorsqu'il existe déjà une procédure pénale en cours au Portugal pour les mêmes faits, n'est-ce pas? Et il y en avait une, n'est-ce pas? Parce que le procès portugais contre Cédric était déjà en cours. La loi autorise aussi le refus d'extradition si le crime a été commis, en tout ou en partie, sur le territoire national. Comme les 2 homicides, les 2 enterrements et la profanation des cadavres ont eu lieu au Portugal, le tribunal a jugé l'affaire relevant de la juridiction portugaise. Ce que cette décision signifie en pratique, c'est que l'homme qui a tué 2 femmes françaises et enterré les corps là-bas au Portugal sera jugé selon les lois portugaises, sous la peine maximale portugaise. Et s'il est condamné, il purgera sa peine là-bas au Portugal et non en France. Et Cédric Prison a aujourd'hui 42 ans. La peine maximale au Portugal est de 25 ans, comme je l'ai mentionné. Dans le système français, il serait alors soumis à une peine potentiellement plus lourde, n'est-ce pas? La prison à perpétuité. S'il allait vraiment purger une perpétuité, c'est une autre histoire, n'est-ce pas? Mais ce qui se passe, c'est que cette question, n'est-ce pas, du Portugal a mis la famille des victimes hors d'elle, parce qu'ils estiment que la peine là-bas peut être trop légère pour ce qu'il a fait. Et c'est à ce moment-là que je veux avoir ton avis. Tu trouves ça juste qu'il soit jugé au Portugal, où le crime a eu lieu et c'est terminé, où il devrait être envoyé en France, où lui et les victimes sont allés pour encourir une peine plus lourde? Dis-moi ce que tu en penses, car c'est justement le débat actuel entre les 2 systèmes judiciaires. Et profites-en pour laisser un like et t'abonner à la chaîne, parce qu'il y a 3 épisodes chaque semaine. Aujourd'hui, à la mi-mai 2026, Cédric est toujours en détention provisoire dans l'établissement là-bas au Portugal. L'enquête au Portugal reste ouverte avec les autorités françaises. La défense peut encore faire appel et la France explorer d'autres options juridiques pour un futur transfert. Bien qu'après cette décision du système judiciaire de Coimbra, là au Portugal, ce soit un peu difficile que cela arrive. Elio et Julia, les 2 enfants, sont en France sous tutelle de l'État. Leur avenir dépendra de la décision des membres de la famille maternelle pour leur garde. Cette affaire pourrait encore connaître de nombreux rebondissements. Mais ce qu'on peut dire, d'après ce qui a été découvert jusqu'à présent, c'est que toute la suite n'a été révélée que parce qu'il y a eu un contrôle routier, par hasard. Ils ont choisi, au hasard, de contrôler le van de Cédric sur une route de campagne au Portugal, une nuit de mars, et parce qu'un garçon courageux de 12 ans a décidé de dénoncer tout ce que son père misérable avait fait, n'est-ce pas?
Regardez le gâchis que ce type a fait parce qu'il voulait la garde de son fils. Et quel crime sur fond de conflit, honnête, n'est-ce pas, les gars? Un crime familial là, où la discorde règne, où des personnes qui, à un moment donné, se sont soi-disant aimées au point d'avoir un enfant. L'enfant naît, une dispute éclate soudain, ils s'accusent mutuellement, se poignardent, c'est le chaos. Et on arrive à une situation déplorable où les deux enfants en perdent le prix, n'est-ce pas? Qui vont grandir sans leur mère et sans doute sans leur père aussi, non? Qui va rester en prison portant ce poids-là à travers toute la construction personnelle de ces deux victimes, n'est-ce pas? Ces enfants, le fait d'avoir un père assassin de leur propre mère. C'est vraiment regrettable, n'est-ce pas? C'est tout. Je vous remercie énormément pour votre compagnie une fois de plus. À bientôt, Béjouri. À bientôt pour le prochain épisode.